Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau booktube. Et aujourd'hui, on va se faire plaisir. Je vais vous présenter des thrillers. Alors, on va s'amuser à se faire peur et on va être dans le domaine de l'angoisse et du paranormal. Alors, on va commencer par le coup de cœur. Le coup de cœur s'appelle Dans la maison. C'est un thriller à la fois terrifiant et très bien construit. C'est addictif, c'est efficace. Il y a une construction très sophistiquée pour ce récit et il a été minutieusement pensé par l'auteur. Et ça va nous renvoyer un petit peu au maître de l'horreur, Wes Craven ou John Carpenter. Alors, dans cette histoire, imaginez-vous 8 adolescents qui vont disparaître tour à tour durant une soirée qu'ils vont organiser par leurs propres soins, une soirée qui est sur le thème du frisson et de l'horreur. Ils vont être dans une maison isolée au col de Vence, qui est réputée pour ses phénomènes paranormaux. Et là, ces 8 adolescents sont amateurs vraiment de frissons et de choses paranormales. Ils sont en première en classe d'art appliqué. Ils sont assez doués, ils sont toujours un peu isolés des autres. Ils sont à la fois très doués à l'école, mais aussi un peu arrogants. Il y a 4 filles, 4 garçons. Ils sont dans cette belle maison isolée qui a été retapée, qui est une ancienne bergerie et qui est devenue une belle maison d'architecte et qui appartient à un des parents. Et l'objectif de la soirée, c'est de rivaliser d'originalité afin de créer une situation des plus effrayantes. Les protagonistes de l'histoire vont donc rivaliser d'originalité pour se faire peur les uns aux autres. Alors, bien sûr, ils vont se surpasser. Et nous, les lecteurs, on va se faire piéger en même temps qu'eux. Car au fur et à mesure de l'histoire, des manifestations anormales vont se propager dans la maison. Et il semble évident qu'ils ne sont pas seuls dans cette maison et qu'ils ne vont plus à la force maîtriser grand-chose. Au matin, lorsqu'ils vont avoir tous disparu et que les parents vont commencer à s'inquiéter, la gendarmerie va constater en effet que les lieux sont vides et que tous ont disparu. Alors, où commence le jeu? Où est le piège? Comment faire un peu la part de la réalité et de la fiction? C'est une histoire étonnante et fascinante et addictive. Et le petit plus de l'auteur, qui va égrener au fur et à mesure de l'histoire des références cinématographiques et musicales également. C'est un grand coup de cœur pour ce thriller. Le deuxième livre, pareil, se passe dans une maison également bien étrange et ce livre s'appelle La Maladetta de Rachel Coren-Blitt. C'est un thriller pour ados qui est très captivant, l'atmosphère y est particulière, les personnages sont particulièrement bien campés et les descriptions au niveau des paysages nous projettent vraiment sans aucun effort dans cette histoire qui est vraiment bien rythmée. Alors, pour vous planter un petit peu le décor, la mère d'Eva qui a 16 ans, donc il y a une jeune fille de 16 ans, un petit frère, ils vont hériter d'une maison qui est isolée en pleine montagne. Alors c'est a priori une bonne nouvelle pour la famille qui va prendre possession de cette demeure. Mais ils vont apprendre à leurs dépens que cette maison fait parler. Et d'ailleurs, dans le village, on la surnomme la maison des mortes. Alors, dans le village, les langues vont bon train au sujet de cette demeure qui semble entourée de mystères. Et on dit que la grande tante s'est suicidée dans cette maison afin d'échapper à des esprits qui hantaient cette demeure. Alors évidemment, la famille n'y croit pas, simple superstition sans doute. Mais au cours du séjour, Eva va changer de comportement et elle va devenir étrange et elle commence à entendre des voix, à avoir des visions, à ressentir des choses. Aurait-elle hérité de la malédiction de sa grande-tante? Captivant, angoissant à souhait. Alors nous sommes, nous, en tant que lecteurs, très vite happés par ce récit et cette angoisse qui s'empare peu à peu des protagonistes de l'histoire. Et puis, Anne Fine nous régale à nouveau par une histoire qui s'appelle Le Passage du Diable. Alors c'est à l'école des loisirs, collection Medium, et on se situe en Angleterre
vers la fin du 19e siècle. Daniel Cunningham est un jeune garçon qui va nous raconter son enfance, une enfance bien particulière, étrange à la fois et surprenante. Cet enfant est élevé par Liliana, sa mère. Il n'a pas de père. Et Liliana lui fait croire depuis tout petit qu'il est atteint d'une maladie grave et qu'il doit vivre isolé dans sa chambre et dans sa demeure, et donc garder son lit. La mère va s'occuper de lui puisqu'elle en prend vraiment soin, il ne manque de rien. La seule chose, c'est que ce petit garçon n'est pas sociabilisé, il ne va pas à l'école, il n'a pas d'amis. Et disons que sa seule évasion, eh bien, c'est la lecture. Alors il adore les livres d'aventure, mais pas que. Dans la chambre où il vit, où il est un peu reclus, il y a une grande maison de poupées. Et cette maison de poupées serait la réplique de la maison dans laquelle Liliana aurait passé son enfance. Alors Daniel va jouer avec cette maison, les petits personnages qui accompagnent et ces petites poupées qui accompagnent cette maison assez étrange, et il les fait évoluer à sa manière, il s'invente une vie. Sa mère donc prend soin de lui, mais elle prend soin aussi de ne jamais parler de son passé, de son enfance. Alors le garçonnet va finir par comprendre que sa mère veut sûrement le protéger, mais de quoi, on ne sait pas encore, car il y a un secret de famille. Grâce au docteur Marlowe et aux villageois, l'enfant va pouvoir être retiré de chez lui, être pris et remis chez le docteur Marlowe dans une famille où là il va pouvoir vivre enfin une vie normale. Et Liliana, elle, sa mère va être internée dans un hôpital psychiatrique. Le docteur Marlowe va mener un petit peu l'enquête, voir si l'enfant a encore de la famille. Il va découvrir un oncle, le frère de Liliana. Et il va être surpris de découvrir que la petite maison de poupée avec laquelle il joue est la réplique parfaite de la vraie maison où a vécu Liliana. Et cette maison existe toujours. Que cache le passé de Liliana? Est-ce simplement un secret de famille? Alors dans cette histoire, le personnage principal, c'est la maison de poupée, cette vieille demeure, qui est un personnage à part entière, mais pas que. En définitive, on va comprendre que ce sont bien les hommes qui font le malheur dans cette histoire-là. Et maintenant, je vais vous présenter le grand classique que j'ai choisi, Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Alors, grand classique, intrigue fascinante, une œuvre qui, 100 ans après sa première publication, nous interpelle encore. Cette œuvre a été adaptée en pièce de théâtre, en comédie musicale, en ballet, elle a été adaptée au cinéma. Et Gaston Leroux, dans cette histoire, relate cette incroyable histoire d'un mystérieux individu qui vit dans les entrailles de l'Opéra Garnier. Alors, à peine humain, le fantôme de l'opéra, il se nomme d'ailleurs lui-même le fantôme de l'opéra, ne tarde pas à se manifester auprès du nouveau directeur de l'opéra. Il va commencer à réclamer une somme d'argent qui doit lui être versée tous les mois. Il va demander l'exclusivité de la loge numéro 5. On se demande pourquoi. Et cet être terrifiant va être à la source de différents accidents. Un lustre qui va tomber sur le machiniste durant une représentation. Il va y avoir un machiniste retrouvé pendu. Donc le fantôme de l'opéra trouble la sérénité des lieux. La grande chanteuse, Christine Daae, va remporter un franc succès durant sa prestation de Faust de Gounod et elle semble malgré tout très préoccupée. Elle va finir par se confier et dévoiler son étrange secret. Christine semble liée à une voix mélodieuse qui l'appelle et lui inspire son chant. C'est à la fois, comme elle l'appelle, l'ange de la musique qui va la fasciner, la terrifier. Cet ange de la musique ne serait-il pas ce fameux fantôme? Amoureux fou de la chanteuse, il va l'enlever et il va l'emprisonner dans son repère. Mais qui est-il et pourquoi tant de haine et tant de menaces? Alors je vous invite à découvrir en livre de poche, d'une part, cette œuvre magistrale, mais également ce bel album chez Gauthier-Langros, Le fantôme de l'opéra. Voilà, le texte bien sûr est un peu plus abrégé, mais accompagné de magnifiques illustrations. Voilà pour ce classique. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des romans sur le thème du street art. Alors pour les plus jeunes, je vais commencer avec un livre qui s'appelle Banksy et moi
écrit par Élise Fontenaille. C'est une autrice que nous connaissons bien à la bibliothèque puisque nous l'avons reçue dans le cadre du festival Hors Limites. Elle écrit toujours à partir d'un sujet qui s'est véritablement passé ou alors un sujet de société. Et là, elle nous fait découvrir la vie de Darwin, un jeune adolescent qui habite dans une banlieue où tout est en travaux, on construit de nouveaux immeubles, tout se modifie. Et à côté de son appartement, il y a un mur gris triste devant les fenêtres de l'appartement qu'il partage avec sa mère. Et un matin, pour leur plus grand plaisir, il va découvrir que pendant la nuit, un artiste a fait un magnifique graphe, un peu dans l'univers du street art Banksy, qui est anglais. Et ça va être une découverte pour Darwin. Il va commencer à s'intéresser au street art et en plus, il va s'intéresser à une fille de sa classe qui est un peu différente des autres, un peu exclue du groupe, parce qu'elle dessine tout le temps. Et cette jeune fille, elle dessine tout le temps parce que c'est son seul moyen d'expression face à la brutalité, au désœuvrement de la banlieue dans laquelle ils grandissent. Alors il va se rapprocher d'elle et là, une aventure va commencer autour de l'art. Ils vont aller dessiner dans les catacombes, et il y a tout un parcours qui va faire qu'il va s'intéresser à ce mode artistique. Alors ce roman, c'est un petit peu une romance, on va dire, sur fond de problèmes sociaux pas toujours très heureux, mais c'est là où Élise Fontenaille est très forte, c'est qu'elle laisse des petits messages très positifs grâce à l'art et au street art en particulier. Ensuite, pour les ados un peu plus âgés, Robin des Graphes de Muriel Zurcher chez Gallimard. Alors ce roman, c'est un petit électrochoc émotionnel, je l'ai adoré. On fait la connaissance de deux enfants un peu abandonnés. Sam, 17 ans, qui vit seul, un peu en mal-être depuis qu'il a perdu ses proches. Lui, il s'épanouit la nuit. Il va graffer sur les murs de Paris des couples d'animaux. Alors pourquoi? Quel est son but? En fait, on met tout le roman à décortiquer et à reconstruire son histoire personnelle. C'est un jeune plein d'empathie, gentil, plein de bonne volonté, vraiment le bon garçon. Et puis l'autre enfant, c'est Lilibelle. Elle a 5 ans. Lilibelle, elle vit dans un foyer. Elle attend qu'une famille veuille bien l'adopter et lui donner de l'amour. Et un jour, ils se croisent dans un commissariat. Et Lilibelle, lorsqu'elle voit Sam, elle sait que ce sera lui, l'adulte référent, qui sera bien pour elle. Et elle a beaucoup de suite dans les idées. Alors elle va le suivre. Et comme Sam a un grand cœur, eh bien, il ne pourra pas lui refuser cet amour et ils vont fuguer tous les deux. Elle va le suivre la nuit lorsqu'il fait des graphes dans Paris et elle va découvrir cet univers. Alors évidemment, c'est une fugue. Cette histoire ne peut pas durer éternellement. En tous les cas, ce sont deux enfants qui ont du mal à aimer et à se faire aimer. L'intérêt de ce roman, c'est de faire découvrir la liberté artistique du street art. C'est un roman très positif, ce qui est rare pour les romans ados, donc c'est une très bonne lecture. Pour les plus grands, Amour Chrome de Sylvain Pathieu, à l'École des loisirs. Je vous laisse découvrir la couverture qui est magnifique. C'est le premier tome d'une série qui s'appelle Hippalage. Ce roman a reçu 2 prix littéraires cette année. Sylvain Pathieu est un enseignant qui travaille à Paris 8, donc en Seine-Saint-Denis. Et il a beaucoup puisé dans son expérience d'enseignant pour écrire ce roman. La première chose que je tiens à vous préciser, la singularité de ce livre, c'est la langue utilisée. C'est une langue parlée, une langue contemporaine, une langue orale, il faut le savoir. On découvre Mohamed Ali, qui est un jeune qui est en 3e, qui graffe la nuit les murs de sa banlieue, alors que dans la journée, il est tout à fait discret et assez bon au collège. Et la nuit, eh bien, il se plaît à graffer les murs qui sont tout près de chez lui. Il sort en cachette sans que ses parents le voient. Il est quand même assez doué, puisque un autre trio de graffeurs vont le repérer, vont lui proposer de s'associer avec eux. Et puis, Mohamed Ali, il va être aussi amoureux d'une jeune fille de son lycée, de son collège, pardon. Et elle s'appelle Aimée. Et lui qui est un peu timide, un peu en retrait, il va falloir qu'il se surpasse pour qu'elle s'intéresse à lui. L'intérêt de ce roman, c'est qu'il aborde tous les thèmes qui intéressent les adolescents. Alors l'amour, l'amitié, la famille, mais surtout la religion, la délinquance.
Et ce roman, il nous montre, on ressent une certaine envie de faire bouger les choses. Et ce qui est très important, c'est que ça rend hommage à la diversité et au dynamisme du 93 appelé à tort le 9-3. Ce département est mis en valeur, c'est jeune aussi, donc à lire impérativement. Et je voulais vous présenter un roman un peu plus classique, Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Alors ce roman, a priori, il n'a rien à voir avec le street art et les autres romans que je vous ai présentés. Mais je l'ai quand même choisi parce que Zazie dans le métro a été écrit en 1959 par Raymond Queneau. Et à cette époque, Raymond Queneau prônait le néo-français. C'est-à-dire qu'il a écrit ce roman avec des jeux de mots, des inventions verbales, des abréviations, ce qui donne un texte un peu burlesque. Et Zazie dans le métro, elle a la même fraîcheur, la même naïveté que les petits héros des romans précédents, surtout Lilibelle dans Robin des Graphes. Elle est fraîche, elle est ingénue, elle est insolente. Et le rêve de Zazie, c'est de venir à la capitale pour visiter le métro parisien. Lors de sa venue, malheureusement, le personnel du métro est en grève. Elle va être confiée à son oncle Gabriel qui va l'emmener visiter Paris. Mais c'est Zazie, du haut de ses 10 ans, qui va prendre en main ce groupe d'adultes un peu en mal de repère et qui va donner un texte désopilant parce qu'elle pose des questions, elle dit tout fort ce qu'elle pense. Et nous avons là un roman drôle et burlesque. Vous retrouverez cette fraîcheur si vous lisez Zazie dans le métro en roman. Mais vous le trouverez aussi à la bibliothèque en bande dessinée et pour les moins courageux, en version sonore. On vous souhaite un bel été, de bonnes lectures et rendez-vous à la rentrée.